Avant de commencer cet épisode, je fais une petite parenthèse pour te rappeler que si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, tu trouveras tous les renseignements sur mon site stenhypnose.fr. STEINHYPNOSE.fr. Mes spécialités sont la gestion du stress et des émotions, l'accompagnement du deuil et l'accompagnement des artistes, en particulier des musiciens. Je te laisse avec le sujet d'aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de l'épisode car mon invité et moi te donnerons des renseignements concrets qui te seront sûrement utiles. Plutôt que d'enfants tyrans, nous parlerons ici de tyrannie familiale. Car en effet, le comportement d'un enfant a des répercussions sur tout l'écosystème familial. Et inversement, c'est tout le contexte familial qui engendre de telles difficultés. Aujourd'hui, je reçois Nolwenn Guedin, accompagnatrice parentale. Titulaire d'un doctorat en développement de l'enfant, enseignante spécialisée et formatrice, elle nous parle aujourd'hui de ses accompagnements auprès des parents qui se sentent démunis face au comportement de leur enfant. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Nolwenn, Bonjour Valérie. bienvenue dans mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi aujourd'hui sur un sujet très intéressant. Pour commencer, est-ce que tu serais OK de te présenter? Oui, alors déjà, merci Valérie de m'avoir invitée parce que ça, je trouve ça une belle opportunité effectivement de faire connaître nos activités. Moi, je suis Nolwenn, je suis de formation initiale enseignante spécialisée, éducation nationale, et j'ai gardé un mi-temps en CAMS, Centre d'accueil médico-social précoce, c'est-à-dire que pour ce mi-temps, je travaille encore à quatre pattes auprès d'enfants qui fonctionnent différemment. Alors, c'est en cours de diagnostic à cet âge-là, donc ça peut être des enfants avec, des troubles du langage, des troubles de l'attention, mais ça peut aller jusqu'au diagnostic de l'autisme. Voilà. D'accord, OK. Donc tu travailles avec des petits groupes, j'imagine? C'est 3 ou 4 maximum, OK, ouais. Parce qu'en fait, ce sont des enfants qui trouvent pas leur place dans le milieu scolaire et j'essaye de les réconcilier avec, les apprentissages dans un milieu qui est sécurisant et souvent le grand groupe, c'est insécurisant pour ces enfants-là. Donc là, voilà, 3 ou 4 enfants, c'est bien suffisant pour, apprendre les interactions sociales et voilà, la bienveillance, entre copains, quand d'accord. quand on n'est pas assuré dans la vie. Oui, donc il y a vraiment une partie, comment dire? Partage entre enfants, passer du temps avec d'autres et une partie pédagogique, peut-être un petit peu plus scolaire ou Oui, 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 je renoue avec les apprentissages scolaires, effectivement, dans ce cadre-là. D'accord, OK, ben, c'est chouette, ça te laisse un pied très concret, dans la réalité de ces enfants. Exact. Et comment tu décrirais du coup ton activité? Donc pas ton activité d'éducatrice, mais, ton activité, bah, d'ailleurs comment tu l'appelles? En quoi ça consiste? Quels sont tes champs d'action? Alors, je précise, c'est pas éducatrice, c'est enseignante spécialisée. Pardon. C'est pas grave, mais voilà, c'est un tout petit peu différent. Justement, enseignante, c'est les apprentissages et Oui, éducatrice, c'est vraiment que les relations. Mais je fais d'accord. des relations aussi, c'est pour ça que le mot vient à l'idée. Mmh. Alors mon deuxième mi-temps, je suis, en cabinet ou en visio, hein, ça marche très bien aussi en visio, accompagnante parentale. Et c'est pas connu comme, activité, c'est-à-dire que je reçois des parents pour qui c'est devenu difficile à la maison, soit pour, un sujet très, très précis, l'endormissement ou, le refus de manger, heu, mais souvent, c'est, la gestion des émotions à la maison qui est difficile et je me rends compte que quand c'est soit le sommeil, soit l'alimentation, OK, il y a l'organisation qui peut être revue, des choses comme ça, mais souvent c'est aussi les relations qui peuvent être un peu réajustés. D'accord, tout un système en fait, ça s'inscrit vraiment dans le fonctionnement global de la famille.
Et je trouve ça très intéressant, en fait, tes 2 casquettes parce qu'elles sont très complémentaires. Parce que d'un côté, tu vas travailler avec des enfants, dans un cadre, voilà, pédagogique et cetera et dans ton autre activité, là, tu vas plus être avec les familles. Bon, on va détailler ça, dans les questions, mais du coup, j'imagine que ces 2 professions se nourrissent l'une l'autre? Exactement. Alors, au CAMS, je ne parle pas de mon activité aux parents parce qu'on a une psychologue qui fait ça très bien, l'accompagnement parental. Oui. Mais moi, effectivement, ça me nourrit. Et en plus, les parents sont rassurés quand ils arrivent, ben justement, c'est souvent des parents avec des enfants différents. Et ils sont rassurés de savoir que oui, je connais très bien encore cette population d'enfants parce que moi, les deux miens ont 20 et 22 ans. Donc, D'accord. j'ai été maman, ça c'est sûr. Et ben, d'ailleurs, je dis toujours que je suis devenue la professionnelle que j'aurais bien aimé rencontrer quand j'étais Ah jeune. chouette. Voilà, parce que en fait, on trouve beaucoup d'aide pour les enfants directement et nous, parents, on se dit: «Ben, OK, il est aidé au CAMS, il est aidé, dans le cabinet du psy, mais moi, je fais comment ce soir?» Donc c'est vrai que même si j'ai un doctorat en psychologie du développement de l'enfant, je suis pas psychologue parce que j'ai rattaché après mes études de sciences. Hem, donc je regarde pas les traumatismes, je regarde pas, les relations en profondeur dans l'enfance. On en parle forcément, quel style d'éducation les parents ont reçu et tout ça Oui, et je dis aux parents qu'on est là pour chercher ensemble des solutions pour demain. C'est vraiment d'accord. et s'ils ont un traumatisme et si je vois qu'ils ont vraiment besoin de travailler, ben, par exemple des relations, avec leur propre mère ou quelque chose comme ça, bah, là je leur dis: «Ben, il faudrait aussi un petit peu travailler sur vous-même», mais ici, c'est en tant que parent. Donc dans ce cas-là, tu vas réorienter, par exemple, tu as un réseau, OK. Et par exemple, toi qui travailles dans l'hypnose, je sais une maman qui allait pour elle voir une correspondante locale, en hypnose parce que, elle trouvait plus l'endormissement avec toujours cette idée noire récurrente de cet enfant qui s'étouffait. Donc, Ouais. voilà, elle a travaillé comme ça. Ouais, c'est toujours chouette, je trouve, d'avoir un réseau de professionnels avec qui on peut, bah, travailler main dans la main, en fait, hein, finalement, avec des outils différents, mais dans le même but, quoi. Mmh. Complètement. C'est indispensable. Tu nous parlais des demandes que tu as, qui sont parfois précises, parfois plus vagues. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Quelles sont les demandes que tu reçois le plus fréquemment? Et bien, c'est c'est la gestion des crises, tempêtes émotionnelles, c'est vraiment ça qui est très dur, pour les parents. D'autant plus que les informations qui sont véhiculées aujourd'hui, soit dans les médias, soit dans les réseaux sociaux, sont un petit peu contradictoires. Mmh. Il y a voilà, un courant qui dit que, ben, c'est tout à fait normal. Certes, ça l'est normal, mais la réaction, ce serait soit, on fait un câlin tout de suite, soit, file dans ta chambre, avec quelqu'un que je ne citerai pas. Ouais, on voit très Je pense bien de qu'il y qui a un tu parles. et je pense qu'il y a un intermédiaire à trouver vraiment, avec simplicité, c'est-à-dire accueillir les émotions, mais ne mais ne pas accepter tous les comportements et ça aussi, il faut quand même le signifier à l'enfant parce que l'objectif, c'est une bonne insertion avec les autres, avec la société donc voilà. C'est vraiment, tout un dosage. Ouais et je trouve que c'est pas facile déjà comme tu le dis de se repérer parce que, actuellement bon, ça a toujours été un peu le cas, hein, il y a toujours eu, des tas de bouquins, des tas d'informations qui se contredisent. On ne sait pas trop vers quel, professionnel se tourner. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ce phénomène s'amplifie, je trouve et puis il y a aussi le côté, oser demander de l'aide, savoir vers qui se tourner, ça non plus c'est pas simple. Mmh mh. Oui, parce que, c'est pas que les outils qui sont importants. Moi, l'outil, c'est beaucoup la parole et l'analyse de la situation. C'est aussi une rencontre avec une personne et Exact. c'est vrai qu'il faut que les parents, voilà, bon, moi, il y a jamais eu de souci parce que je suis très avenante. Je parle volontiers de mes expériences personnelles de maman aussi, donc Oui. voilà. Mais c'est aussi une rencontre entre, des parents et une professionnelle. Donc c'est pas que l'outil, je pense que c'est vraiment aussi, oui, ce regard extérieur, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, que le côté humain, le lien qui se crée, la confiance, bah, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, mais qui sont essentielles en fait, hein, Mmh. Tout pour à tout fait. accompagnement. Après les parents qui viennent me voir, enfin, c'est tout gagné parce que s'ils viennent, c'est qu'ils veulent changer. Tu as évoqué tout à l'heure le système et ce qui est étonnant des fois pour les parents, c'est que je reçoive pas leur enfant,
Mais parce que c'est justement un système familial et si eux, ils bougent, si leur posture est différente, l'enfant va automatiquement se dire: «Ah bah tiens, maintenant c'est comme ça avec papa et maman, OK, ben voilà et je suis rassurée» ou «Bah OK, j'ai plus le droit de faire ça», et voilà, tout le monde s'y retrouve après. C'est vrai que je t'ai déjà vu, je sais plus si c'est dans des vidéos que tu as faites ou un live ou je sais plus trop, mais, tu parlais justement que les gens sont surpris quand tu leur dis, que tu vas travailler avec les parents finalement et Mmh, pas forcément voir l'enfant parce que c'est pas ta zone, d'action en fait, tout à fait. Alors j'ai eu 2 fois, la rencontre avec l'enfant, mais c'est quand l'enfant manifeste l'envie, OK. et souvent, c'est dans la zone 7 à 10 ans. OK. Là où ils sont, alors pas encore dans la préadolescence et dans la compréhension de la situation quand même. Mais sinon, je leur dis pour leur expliquer que l'enfant, alors qu'il ait, 2 mois, 2 ans, ou même déjà 12 ans, être 1 heure, avec des adultes, dans un cabinet ou en visio, enfin, c'est pas du tout sa place et Ah. la parole a besoin d'être libérée aussi. On parle de choses des fois très intimes, du passé, de choses qu'on a vécues enfant ou de conflits, parents, papa, maman, «Moi je voulais ça», voilà donc et l'enfant, je trouve qu'il a pas sa place pendant l'élaboration de la solution et après, il est avec les parents tous les jours. Oui, je comprends mieux l'idée. En fait, c'est vraiment de pouvoir, que les parents se sentent totalement libres de s'exprimer et de ne pas avoir ce regard de l'enfant ou de se demander, bah, qu'est-ce qu'il pourrait en tirer, qu'est-ce qu'il pourrait en ressentir, ouais, ça protège l'enfant et ça libère la parole des parents. Ouais, je comprends très bien le Après, ils sont étonnés parce qu'ils me disent: «Mais vous voyez pas comment il est?» et je leur dis: «Mais de toute façon, si je me déplace à domicile, il y aura un effet magique, il y a une personne extérieure, je le verrai pas comme vous, il se permet d'être avec vous. Donc je préfère avoir votre, discours». Je leur dis: «Il faut que ça soit comme un film que je veux refaire. Donc je veux savoir où vous êtes, qui a dit quoi, à quel moment, comment il a réagi et je dois tout pouvoir refaire». exact et puis comme tu travailles sur les émotions en plus, bah, finalement, le ressenti du parent, c'est peut-être même pas la réalité, donc même si tu voyais toi-même comment la scène se déroule, tu n'aurais pas le même ressenti. Donc toi, ce qui est intéressant, ta matière pour travailler, ça va être ce qu'a ressenti le parent, dans le conflit ou dans l'instant. Mmh. Exactement. On parle souvent des émotions des enfants, mais les émotions des adultes sont extrêmement importantes. Du coup, on doit avoir aussi conscience de ce que ça nous fait chez nous pour, mettre le doigt, «Ah oui, en fait, je crie parce que ça me rappelle ça ou ça», tout à fait, Valérie. Ouais, très chouette. On va rentrer un petit peu plus sur, un sujet particulier qui est aujourd'hui, l'enfant tyran. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Alors, c'est chouette que tu poses la question si c'est le bon mot, parce que moi, je dis aux parents que je n'utilise jamais cette expression qu'on trouve, hein, OK, et je parle, bah, toujours au niveau systémique de la tyrannie familiale. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est jamais né tyran, il a jamais eu envie de devenir, avec des comportements qui relèvent de la tyrannie, mais c'est un jour dans une famille, une place qui lui a été laissée. Alors je vais mieux expliquer. Souvent, il y a 2 cas de figure. Soit c'est effectivement un enfant très différent et qui a une gestion des émotions à fleur de peau et du coup les parents aménagent dans un bon sentiment, hein, pour qu'il y ait moins de crises, voilà. Soit c'est, des parents qui ont eu des difficultés pour l'avoir ou très longtemps, ou un désir qui est né sur le tard et ça devient un trésor et pareil, on aménage jusqu'à suraménager et suraménager, ça fait que l'enfant n'apprend pas, parce que c'est aussi un apprentissage, les émotions, n'apprend pas à, gérer la frustration, la colère et de fil en aiguille, les parents, enlèvent toutes les sources possibles, mais c'est impossible. Donc à OK. la moindre frustration, il y a des colères hallucinantes et je reçois des parents qui, ont la boule au ventre tous les matins, qui peuvent se faire taper, qui ont, rompu les relations avec, les amis, avec la famille et là, pour en sortir, c'est plus de la co-construction de solutions comme j'évoquais tout à l'heure. C'est un programme où je les prends par la main et je leur dis: «Vous allez faire ça, 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 ça» et les séances sont beaucoup plus rapprochées d'ailleurs. D'accord, donc un contexte vraiment particulier de travail, qui n'est pas le même que pour d'autres problématiques. Qui est plus rare heureusement.
mais qui OK. existent. Et c'est vrai que j'essaie de communiquer là-dessus parce que les parents ont du mal à avouer et à se dire, waouh, on en est là, quoi. Ils se renferment, ils disent: «On a fait quelque chose de mal», mais en fait, c'est tellement insidieux, tellement petit à petit que ça pourrait arriver dans beaucoup de situations et voilà, c'est vraiment un engrenage. Oui, c'est intéressant ces questions de l'engrenage et voilà, il y a toutes ces émotions qui rentrent en conflit, j'imagine, chez les parents, cette culpabilité, comme tu dis, le fait d'être de plus en plus replié sur soi, de ne pas oser en parler. J'imagine qu'il peut y avoir aussi parfois de la honte, ce genre d'émotions-là? Mmh. La honte, c'est ça qui fait qu'ils veulent plus voir, les amis et ils ne voient des fois plus la famille quand ils ont trop de, «Oh, tu dû faire ça, mais tu t'y prends mal», voilà, trop de reproches, trop de conseils, plaqués qui, à ce stade-là, ne marchent plus du tout, quoi. C'est vrai que les conseils non sollicités, c'est compliqué. Et là, pour le coup, c'est pas dans mon doctorat dans le développement de l'enfant que j'ai appris ce programme. Je me suis vraiment auto-formée avec des pédopsychiatres de Toulouse qui ont travaillé là-dessus et qui, eux, font ça en groupe de parents. Heu D'accord. et là, je commence à proposer aux parents qui ont déjà suivi le programme, si ça les intéresserait de faire un groupe, bah, pour continuer à parler, continuer à évoluer ensemble et il y en a beaucoup qui disent oui, donc il va peut-être bientôt démarrer. Ah oui, c'est une bonne idée. Puis en plus, ça peut faire, un travail de pair, en fait. C'est-à-dire ceux, qui ont traversé ça peuvent soutenir, d'autres parents qui sont dans les mêmes problématiques. Exactement. Et là, je sais pas si tu connais Valérie, mais je vais me former au groupe Barclay, Barkley. C'est, c'est né aux États-Unis, mais c'est vraiment reconnu en France aussi, avec des études scientifiques, des modalités parentales pour aider des parents d'enfants avec troubles de l'attention qui ont des difficultés émotionnelles et même avec TOP, troubles, d'opposition avec provocation. Et D'accord. donc, voilà, ça va être encore une corde à mon arc dans la même lignée, gestion des émotions par la guidance parentale. OK, super. C'est une formation, qui se fait en France ou que tu vas faire, directement Oui, c'est avec fait en France. Oui, OK. oui, c'est en France. D'accord. Ouais, je connaissais pas. Tu parlais tout à l'heure de l'enjeu, relationnel, en fait, pour ces familles. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus en quoi ça peut menacer l'équilibre familial, par exemple? Donc la famille, nucléaire et puis aussi, ben, peut-être la famille un peu plus élargie, parents, grands-parents, oncles, tantes et cetera? Donc j'ai déjà parlé du fait qu'il y ait une rupture avec l'entourage et ce que je constate aussi, c'est que c'est des parents qui ne vivent plus du tout pour eux-mêmes. Ils n'ont plus d'activité, extra, professionnelle, parce qu'en fait, quand ils se retrouvent seuls avec l'enfant, c'est encore plus compliqué que quand ils sont 2. Donc, soit ils restent unis, mais dans cette douleur, on va dire, soit ça fait exploser, le couple et c'est encore plus dur quand ils sont tout seuls, d'un côté et de l'autre. Mmh. Alors, je peux faire un petit clin d'œil à une famille que j'ai accompagnée, que j'ai trouvée remarquable. De toute façon, tous les parents qui sont accompagnés, je trouve que c'est une démarche vraiment fabuleuse de faire ça. Mmh. Ils étaient déjà en procédure de divorce et de séparation, mais ils ont choisi, parce qu'ils savaient que ça allait être encore plus dur, chacun de leur côté, de se faire accompagner avec un enfant qui était, déjà, avec, tous les symptômes de tyrannie familiale. Et là c'est vraiment un exemple où ils ont travaillé ensemble, alors que, ben, c'était vraiment pour l'enfant, quoi. C'était pas, pour le couple. Oui, donc ils étaient séparés, mais ils se réunissaient quand même autour de l'enfant et ils s'accordaient pour faire tout ce qu'il fallait pour que ça se Tout à passe fait. pour le mieux. Enfin, OK, l'enfant n'était pas en consultation, mais c'était la préoccupation effectivement, oui. d'accord. Ah oui, c'est quand même, comme tu dis, assez remarquable d'avoir ce ce Mmh. recul, cette force de caractère, de collaborer alors qu'on ne s'entend plus forcément en tant que couple. Tout à fait. Mmh. OK, est-ce que tu as, par exemple, est-ce que des fois ton action peut s'étendre à d'autres membres de la famille? Les grands-parents, par exemple, ou pas du tout? Alors, c'est pas arrivé, mais ça pourrait être une piste, intéressante. Hem, j'ai une fois, proposé à une maman d'écrire une lettre à sa maman, même si elle n'en voit pas, parce qu'il y D'accord. avait tellement de choses à sortir. Donc la grand-mère était là symboliquement en séance. OK.
Et on n'a pas travaillé avec elle directement, mais elle a travaillé sur cette relation-là. Et plusieurs fois, j'ai refait des petits messages après l'accompagnement. Souvent, c'est 5 séances, hein. Ça, c'est le suivi, je dis zen, en comparaison au suivi SOS pour la tyrannie familiale. D'accord. Et donc après son suivi, j'ai relancé pour savoir si, effectivement, il y avait eu, cette lettre envoyée. Elle n'était pas envoyée, mais voilà, ça avait fait du chemin. D'accord. Oui, je pensais aussi, tu sais, à faire intervenir, par exemple, utiliser ses appuis, ses ressources, peut-être parfois, je sais pas, confier l'enfant à certains moments aux grands-parents ou aux amis ou aux oncles et tantes pour soulager un peu la famille, pour créer du lien, pour, tu vois, que l'enfant ait d'autres modèles, mais bon, après, toi, c'est peut-être des propositions que tu fais, mais ça veut pas dire que tu travailles forcément en recevant les personnes en question, Oui, tout à fait, c'est des ressources. Et d'ailleurs, dans le programme, pour, sortir de la tyrannie familiale, on fait appel aux réseaux proches OK. parce que l'enfant, il se comporte comme ça très souvent seulement vis-à-vis de papa et maman. Alors des fois avec la nounou parce que le lien d'attachement se fait aussi, comme ça et des fois en crèche aussi. Et du coup, le regard extérieur du réseau proche, je l'ai appelé comme ça, fait beaucoup changer et évoluer l'enfant. Donc là, c'est vraiment dans le protocole. D'accord. Tout à fait. Ça me fait penser à une autre question. Est-ce que, tu peux intervenir à tout âge? Enfin, je veux dire, quel que soit l'âge de l'enfant? Oui, alors, pour l'instant, le plus jeune, c'était 9 mois. Heu, Ah des oui. parents qui comprenaient pas parce que le bébé avait fait ses nuits à partir de 6 mois et ça faisait 1 mois qu'il galérait à nouveau. Donc ils avaient consulté d'autres, professionnels, un kinésiologue, un énergéticien et moi je crois que j'étais la troisième personne et en fait, là, pour le coup, exceptionnellement, il y a pas eu les 5 séances parce que c'était très, très identifiable, mais pas connu de la part des autres, professionnels. C'est qu'ils étaient retombés dans de l'alimentation nocturne, un biberon et ça s'appelle le syndrome d'alimentation nocturne et en fait, la chronobiologie de l'enfant fait que, la faim est à nouveau dans la nuit, donc on redonne à manger et là aussi c'est un engrenage. Donc quand on a identifié ça, on a imaginé ensemble un protocole qui correspondait aux 2 parents, pour, leur vie de nuit et pour que ça soit plus, un biberon de lait d'alimentation, déjà du liquide et après plus rien et il y a pas eu besoin de séance suivante. Ah, c'est super intéressant. Tu vois, je connaissais pas du tout ce Et à ce partir d'un certain âge, il faudrait plus donner du tout à manger la nuit. Et alors, tu demandais jusqu'à quel âge? Je suis en ce moment, un couple de parents, assez âgés forcément parce que leur Tanguy, c'est pas son prénom, il est à 34 ans à la maison D'accord. et vraiment ils veulent travailler sur, comment, il peut prendre son autonomie. Alors bien sûr, c'est un enfant différent là. Alors je dis bien sûr, pas forcément, mais en l'occurrence plutôt c'est Mmh. un enfant différent, mais qui a les ressources d'autonomie pour, partir et il y a plutôt un blocage du côté du papa, je dirais, qui finalement est très content, étant retraité, d'avoir son fiston avec lui pour bricoler, pour se balader donc voilà, c'est D'accord. l'accordage, papa-maman là. D'accord, d'accord. Tu as déjà un petit peu parlé des conséquences que ça peut avoir sur la vie sociale. Est-ce que, tu aurais d'autres éléments à apporter sur cette question? La vie sociale en général, Alors si on reste dans le cas de, tyrannie familiale, le problème c'est qu'après ce sont des enfants qui ne sont pas, adaptés pour vivre, en société facilement. Hem, Si vraiment ces signes se cantonnent à la sphère papa-maman, ils ont toutes les ressources pour, donner le change dans la société. Mais quand l'enfant, prend ce pli aussi avec les autres adultes et transfère cette façon de faire avec les autres adultes, là, c'est très compliqué. Parce que, être parent, c'est faire grandir son enfant et faire grandir pour qu'il soit quand même, heureux en société et la société, elle peut pas changer radicalement et se plier aux désirs des enfants. Mais qu'on parle de tyrannie familiale ou pas, en fait, j'ai un gros travail avec les parents aujourd'hui à différencier ce qu'est une envie d'un besoin. Parce que dans l'éducation positive, bienveillante, c'est peut-être le glissement qui est possible, qui n'est pas préconisé à l'origine, hein, mais voilà.
Oui, il faut satisfaire les besoins et répondre, aux émotions non satisfaites, aux besoins non satisfaits, pardon, qui se manifestent par des émotions désagréables. Mais une envie, ça peut se différer et la frustration, on va pas en inventer exprès, mais c'est normal qu'il y en ait et l'enfant, doit apprendre aussi à l'accepter, la gérer, voilà, la réguler plutôt. D'accord. Donc tu vas travailler par exemple sur des exemples, de la vie quotidienne, et aider les personnes à faire le distinguo? OK. C'est toujours sur des exemples très précis. Alors j'aime bien donner des outils aussi visuels parce que les enfants ont besoin de repères comme ça. Par exemple, si le matin, à 2 ans, on entend le terrible tout, moi j'aime mieux dire, l'incredible tout, parce qu'en fait, c'est génial quoi. Ils découvrent le pouvoir du langage, ils découvrent le pouvoir de la motricité, de s'habiller tout seul, donc ils veulent tout faire tout seuls et c'est vrai que c'est compliqué. Ben, la première astuce, c'est mettre le réveil un quart d'heure plus tôt et des fois ça suffit parce qu'on laisse l'enfant s'habiller parce qu'il en a envie plutôt que de dire: «On va être en retard, on va être en retard» et ça stresse tout le monde quoi. Mmh. Il y a aussi les routines, c'est très bien de les avoir visuellement. Donc soit on prend en photo son enfant, soit on achète un truc tout fait, mais c'est vraiment très structurant. Et pour la gestion des émotions, là, je l'ai prise, il y a une petite poupée qui s'appelle Pipouette, qui a plein, plein de visages. Donc là, j'ai mis les petites étoiles parce qu'elle est très fière d'être, interviewée par Valérie. Mais voilà, quand elle est pas satisfaite, bah, c'est la colère. C'est D'accord. il y a plein de petits visages comme ça et puis, bah, là, je vous en montrer un autre, si tu vas le deviner, j'espère. Je non, c'est pas si évident. Pas si Heu, évident? j'hésite entre l'étonnement et la timidité, mais Ah heu, oui, ouais, effectivement, oui, c'est la surprise, ouais, l'étonnement. OK. Bon voilà et en fait, en ce moment sur les réseaux, on entend beaucoup les parents qui disent: «Oh là là, on ne sait pas ce qu'il vit dans sa journée, on ne peut pas l'aider à travailler sur ses émotions, qu'il traverse à l'école» et en fait, avec un tiers, ça peut être le doudou, ça peut être un petit Lego qu'il adore, un petit dinosaure, on s'en moque ou Pipouette qui est faite pour ça, mais que ça soit un tiers et pas papa, maman qui raconte et on invente, on dit: «Bah, moi aujourd'hui dans ta chambre, j'ai fait ça, ça, ça». Ou nous, parents, on peut dire: «Oh là là, aujourd'hui, il y a mon collègue qui m'a raconté une blague, qu'est-ce qu'on a rigolé, machin et puis toi?» Voilà, ça met Mmh. 15 jours, mais en faisant comme ça, au bout de 15 jours, l'enfant, il comprend que c'est normal de parler et voilà, faut modéliser ce qu'on attend de son enfant. D'accord. Ouais, c'est très intéressant. Donner l'exemple finalement, plutôt que d'exiger quelque chose qui serait très abstrait pour l'enfant. Mmh. Exactement. Mais c'est tout simple, hein. Il veut pas se laver les dents le soir. Et alors vous, vous lavez les dents quand? Ben, plus tard, quand je vais me coucher. Est-ce que ça vous gênerait de le faire en même temps? Est-ce que c'est possible? «Oh bah oui, j'y ai jamais pensé». Donc voilà, c'est juste un regard extérieur et il y a des solutions toutes simples possibles. Et OK. là, ça devient rigolo. On peut faire un chef d'orchestre: «Tiens, tu fais comme moi, attention, je suis de côté. Ah, tu t'es trompé, tu es de ce côté» ou après on peut faire aussi des petites courses. Je suis pas trop pour les petites courses parce que c'est la compétition, mais voilà, Oui, on peut faire avec, des jeux, oui, j'imagine en musique ou des choses comme ça, être inventif. OK. Du coup, ça reste dans quelque chose de joyeux finalement? Ah oui, oui, oui. En fait, l'objectif de l'accompagnement parental, c'est restaurer la relation et surtout qu'elle ne soit pas abîmée, qu'elle soit, voilà, qu'on ait du plaisir à être parent, qu'on ait du plaisir, bah, je me t'ai fait un petit pitch, mais je l'aime beaucoup, c'est que j'aide les parents à remplacer, les crises et les pleurs par des sourires et des bonheurs. OK, c'est très chouette. Bon Je trouve après je leur dis, hein, j'ai pas de baguette magique, donc il faut qu'on travaille ensemble et il faut qu'on cherche ensemble, quoi. je trouve que ta posture et aussi ton cadre et le fait que tu ne sois pas psychologue, même malgré ton doctorat, ça donne une autre, casquette, en fait. Il y a peut-être moins ce côté formel d'un cabinet de psycho, par exemple. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, je sais que encore en France, le cabinet de psycho fait peur Oui, c'est pour parce ça. qu'on va scruter dans ce qu'on a dans la tête, voilà et pour autant, je leur dis que grâce à mes études, on va remplacer les croyances par des connaissances. Eh Je oui. leur dis: «Ça a été montré, dans telle étude, je bataille contre les croyances parce que c'est infondé et ça prend une place énorme». Comment on prend conscience qu'il y a un problème? Est-ce que tu as des éléments, des signes d'alerte qui peuvent dire: «Là, on a besoin d'une aide extérieure»? Mmh.
Moi, je dirais il y a 2 signes. L'épuisement, quand on se dit, «J'en peux plus, là, j'ai envie de plus être avec mon enfant, tout simplement». Et des fois, on n'en peut plus. Donc l'épuisement parental, il y en a même qui parlent du burn-out parental et c'est vraiment, documenté. Donc ça, c'est son ressenti, personnel. Et il y a d'autres parents qui, sont vraiment investis et se consacrent et oublient cette fatigue, mais qui peuvent être alertés sur le fait que, bah, tiens, quand même, chez les amis, c'est très, très différent. Alors quand c'est un premier, ils peuvent pas comparer, mais ça peut être ça aussi, de se dire: «Waouh, bah, avec la première, on n'a pas galéré comme ça». Donc voilà. Parce que en fait, c'est la même famille, mais c'est pas la même période et parents, on est vraiment différents. Moi, mes 2 enfants, ben, ils avaient 23 mois de différence. J'ai déjà grandi en 23 mois et j'étais beaucoup moins stressée pour le deuxième. Ma première, moi, j'avais le ventre, mais waouh! Qui se Mmh. nouait au premier petit pleur et c'est resté longtemps. Et pour mon fiston, comme je savais que c'était des pleurs normaux et que ça allait passer, j'ai pas été, la même, maman hyper vigilante, comme ça, quoi. Ouais. Comme tu dis, on dit souvent qu'on n'a pas les mêmes parents entre qu'un frère et une sœur n'ont pas les mêmes parents. C'est Mmh. vrai, tu as tout le contexte, bah, déjà d'avoir déjà expérimenté et puis peut-être après il peut y avoir d'autres changements qui n'ont rien à voir, comme on n'a peut-être pas le même travail, on n'est peut-être pas dans le même lieu de vie, on a peut-être d'autres événements de vie aussi qui font on n'a pas la même disponibilité émotionnelle, donc voilà. Mmh. Et on n'a pas les mêmes enfants non plus. Exact. Ils sont différents, dès la naissance. Nous, ce qu'on a vu très, très tôt, c'est que notre petite fille était une casse-cou, vraiment. Donc une notion du danger, complètement, même, un peu, sous-estimée et embêtante. Donc, D'accord. vraiment une vigilance a absolue. Et notre petit garçon, lui, il nous regardait, on lui prenait la main, on avait besoin de le rassurer. Et au final, mais ils ont fait exactement les mêmes choses au même âge. L'acrobranche, la via ferrata avec nous à 7, 8 ans, enfin, c'est au final, ils ont fait les mêmes choses, mais un chemin différent. D'accord. Ouais. Donc du coup, je reviens sur les signes d'alerte. Tu dis, une fatigue, enfin une grosse fatigue, parfois la lassitude en fait, l'envie de s'éloigner de son enfant. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc oui, quand on compare aussi avec les autres enfants et se Ah dire: «Ah oui, oui, c'est pas comme ça dans les autres familles». oui, Et pardon. très souvent, c'est les crèches ou les écoles qui Mmh. alertent, qui disent: «Ben, là, il est en train de, ben, peut-être taper d'autres enfants ou se renfermer sur lui-même», donc c'est quelque chose qui dans la relation, est à travailler souvent. Hem, je fais en ce moment une formation pour, former d'autres accompagnants parentaux. Donc, s'il y a des professionnels qui connaissent déjà un peu l'enfance, parce que je ne vais pas forcément prendre un banquier qui veut devenir accompagnant parental, hein, Oui. j'ai besoin. Mais voilà, je pense à des profs, des infirmiers, des éducateurs spé ou des assistants familiaux. Hem, je sais plus ce que je veux dire. Ah oui! Et dans cette formation, je parle beaucoup de la théorie de l'attachement de John Bowlby. Et pour faire très rapide dans ce podcast, soit l'enfant, est attaché à ses parents de façon très sécurisante, ce qui lui permet d'explorer le monde en sécurité, soit, c'est plus insécurisant et c'est avec du repli ou avec de l'anxiété. Et alors quand l'attachement est complètement désorganisé, là, c'est des structures qu'on peut retrouver en CAMS ou, là où je travaille ou, en pédopsychiatrie parce que, c'est suite à des traumatismes, donc ça, c'est encore autre chose. D'accord. Moi, je suis en Mmh. train d'étudier, la théorie des schémas. Je ne sais pas si tu connais? Voilà Dans et du lequel coup, on c'est s'enferme et on répète, voilà, et c'est issu en fait des théories de l'attachement, mais là, on va plus travailler avec les adultes, une fois que les structures sont, intégrées. Donc finalement, on travaille, toi et moi, à d'autres moments de la vie. Mmh. oui, et puis toi, tu travailles sur la personne et moi, je travaille sur le lien parent-enfant, quoi. Mmh. Tout à fait. Ma question suivante est un petit peu vague, puis finalement, tu y as déjà pas mal répondu. Je vais quand même te la poser au cas où tu aurais des choses à ajouter, mais tu peux très bien me dire: «Non, c'est bon, on a déjà tout dit». C'est Mmh. comment toi, tu aides les familles? Mmh. Heu, et bien, oui, je l'ai un peu dit, mais on peut résumer. Il y a 2 postures différentes.
Soit c'est, on va commencer par le, le plus difficile, soit ça relève de la tyrannie familiale. Et donc là, j'ai 5 questions clés qui permettent de vraiment l'identifier. Et là, c'est un programme où ils doivent suivre pas à pas et il y a un suivi SMS pour pas les lâcher dans la nature et les séances sont très rapprochées, une semaine, 15 jours. Soit c'est là, c'est sur 8 séances. Soit c'est le suivi zen parce que c'est des difficultés ordinaires, mais qui nécessitent un regard extérieur. Et bien là, c'est de la co-construction de solutions. On réfléchit ensemble pour que ça soit la rencontre de solutions qui correspondent aux besoins, au tempérament de l'enfant et aux valeurs familiales, aux contraintes, au rythme des parents. Pour vraiment que ça convienne à tout le monde et on trouve un terrain d'accordage. D'accord. Et donc, ce suivi, tu le fais principalement par visio ou tu as un cabinet aussi? J'ai aussi un cabinet, je suis sur Dijon, mais même des Dijonnais commencent à me dire: «Ah mais j'ai appris que vous faisiez en visio, est-ce qu'on peut faire aussi en visio?» «Bah oui, il y a pas de souci». C'est le monde moderne, c'est le post-covid, je sais pas, mais ça fait comme là, ça fait un petit cocon d'écran à écran, ça se passe très bien. Oui, c'est ça et puis ça permet d'économiser les transports, ces choses-là. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent le contact, direct, mais moi je trouve que même par écran interposé, on peut avoir une belle relation, créer un Exactement, lien sincère et exactement. intéressant. Mmh. Et l'autre gros avantage, c'est que j'accepte, on va dire encore aujourd'hui, on verra si j'accepte ça toute ma carrière, Mmh. des horaires, après le repas du soir quand les enfants sont couchés. Ah ça, c'est intéressant. Oui, parce que moi, quand je demande une disponibilité des parents, c'est sans les enfants, donc il faut trouver une solution. Donc, il y a des parents qui ont la chance de faire du télétravail, donc on y arrive, sur les heures, de bureau, on va dire, Mmh. en décalant leurs heures de travail à eux. Entre midi et 2 aussi, je peux beaucoup consulter, mais voilà, j'accepte aussi, jusqu'à 20h30, 21h maximum. Parce qu'une séance dure D'accord. 1 heure, hein, c'est très long, 1 OK. heure. Enfin, c'est très long. Il faut de l'énergie en tout cas. OK, oui, voilà. Et tu reçois toujours les parents ensemble ou, des fois ça peut t'arriver de par exemple, s'il y a des choses un peu intimes, de parler juste avec le papa ou juste avec la maman? Alors, si je les reçois pas ensemble, c'est pas pour une raison d'intimité. D'accord, Si je les reçois pas ensemble, c'est parce que alors ça a toujours été dans ce sens-là, c'est parce qu'il y a un papa qui n'est pas dans la boucle. d'accord, Soit parce que, les parents, sont effectivement séparés, soit parce qu'il ne veut pas s'investir dans ce travail éducatif. Et là, je dis à la maman: «Bien sûr qu'on va avancer ensemble». Mais elle le sait très bien, c'est moins simple que si le papa était dans la boucle. Alors, ce qui est chouette, c'est que suite à ce genre de situation, j'ai mis en place un écrit avec 6 questions à remplir, suite à la séance et les papas à la maison qui n'ont pas accepté de venir en séance ou en visio, hem, se prêtent au jeu de remplir avec la maman et j'en ai qui rejoignent après, le processus. Donc voilà. une manière plus douce de leur faire prendre conscience que ça va bien se passer, qu'ils peuvent participer. Exactement. Et est-ce que ça t'arrive des fois de recevoir les frè enfin ou de discuter avec les frères et sœurs qui pourraient en éprouver le besoin? C'est jamais arrivé, je réfléchis et je trouve que, là, c'était des frères et sœurs, pareil, petits, donc mais je ferme pas la porte, effectivement, je D'accord. ferme. Mmh. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois un point, que je n'aurais pas abordé et qui te semble intéressant de discuter ici? Écoute, je crois vraiment qu'on a tout balayé. Donc tu as parlé de mes 2 casquettes professionnelles, à la fois auprès des enfants, auprès des parents. J'ai une troisième casquette Ah! professionnelle qui est formatrice, Oui, donc j'interviens beaucoup en crèche, soit aussi en périscolaire, des choses comme ça, en formation professionnelle sur des thèmes de l'éducation, de le développement de l'enfant, les signaux d'alerte pour les troubles du neurodéveloppement et donc actuellement ma formation pour former d'autres accompagnants parentaux. Voilà, qui va être en visio. L'année dernière, je l'ai proposée en présentiel et ça n'a pas marché, donc j'ai beaucoup travaillé pour la mettre en visio, donc voilà, je peux rajouter ça. Et puis je me suis formée en médiation animale, donc j'espère beaucoup, ah! introduire, alors là, ça serait pour recevoir la famille avec l'enfant et renouer du lien, alors
Si Nuage veut bien se présenter pour les questions sur la Guémard. Voilà, c'est Nuage avec qui je travaille. Et tout décoiffé, le pauvre. Et c'est crème. Donc voilà. Bon, bah, du coup, ça va, c'est pas grave. Mais il était sur mes genoux. Voilà. Ok, bah écoute, je mettrai tous les liens dans la description pour que les personnes qui sont intéressées par ton travail, qui veulent mieux te connaître et qui souhaiteraient peut-être faire appel à toi, puissent te contacter facilement et voir ce que tu proposes. Je recommande ta chaîne Instagram sur laquelle tu donnes pas mal de petites astuces. C'est très, voilà, toujours très ludique. Et puis, il y a aussi des aspects de ta vie à toi, de ta vie de femme, de ta vie de maman. Donc, c'est toujours intéressant. À regarder. Est-ce que tu as des cas particuliers, enfin, si des personnes veulent faire appel à toi, comment elles peuvent savoir que c'est toi la bonne personne pour eux, en fait? C'est-à-dire dans quel cas tu es, j'allais dire la personne adaptée, c'est peut-être pas le bon mot, mais Oui, on peut dire ça comme ça. Bah, en fait, il y a vraiment une discussion qui peut s'opérer par un appel découverte. Donc ça, c'est le lien en bio Instagram classique, mais comme mon numéro de téléphone est partout aussi, on peut m'appeler directement et je prends vraiment le temps, hem, déjà de savoir si la situation, en quelques mots relève effectivement du lien parent-enfant ou si, voilà, s'il y a un trouble du langage, ben, hop, orthophoniste, quelque OK. part, voilà. Là, c'est très simple comme cas, mais bon. Hem Sinon, voilà, c'est vraiment je leur explique comment je travaille. Est-ce qu'ils sont prêts à venir, sans l'enfant, par exemple? Mais en expliquant au téléphone, j'ai jamais eu de refus pour cette raison-là. Donc, non, non, souvent le coup de fil fait que ça matche et qu'on travaille ensemble. D'accord, donc en cas de doute, un appel et vous voyez ça ensemble. OK, super. Bah, écoute, j'ai une dernière question. C'est la Oui. question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu aurais une recommandation ou 2 culturelle? Ça peut être un livre, un podcast, un jeu, peu importe. Pas forcément dans le domaine dont on vient parler, mais quelque chose, un de tes coups de cœur récents que tu souhaiterais partager? Bon, alors je m'y suis préparée parce que je sais que tu aimes bien poser cette question. Ouais. Ça va pas être sur l'accompagnement parental, mais il y a rien à faire, c'est quand même sur les relations humaines. Moi, pour m'endormir, le soir, je lis tout le temps un roman. Je peux pas lire du boulot pour m'endormir et mon coup de cœur, alors, c'est pas si récent que ça, mais je crois que je l'ai déjà relu 2 fois tellement je l'aime beaucoup. C'est la trilogie, d'Elena Ferrante, Mon amie prodigieuse et c'est la vie de 2 amies, 2 femmes de l'enfance à vraiment, presque la fin de vie et c'est merveilleux. J'adore, voir ces réajustements, ces chemins différents et j'aime beaucoup. Bah, merci pour cette recommandation. Est-ce que tu avais Et puis il y autre a aussi chose? un film, alors qui pourrait te plaire aussi si tu le connais pas. C'est étonnant, mais c'est Gérard Jugnot dans un rôle de psy et ça s'appelle Oui mais D'accord, je connais pas. et on voit les ressorts de l'analyse transactionnelle et c'est expliqué mais d'une limpidité, et il est super ce film, voilà, qu'on trouve en Bah, replay, je ne sais plus sur quelle chaîne. OK, bah, écoute, super. Est-ce que tu as encore une dernière chose à ajouter, une conclusion? Je souhaite plein de bonheur aux familles et qu'effectivement, oui, ne pas rester avec ces soucis qui peuvent trouver des solutions finalement très simples avec un regard extérieur. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour ton sourire, tes conseils précieux parce que tu nous as donné des choses déjà très concrètes et Mmh. puis moi aussi, je te souhaite, de rencontrer beaucoup de belles familles avec qui tu vas pouvoir travailler, apporter, cette joie, recréer du lien et puis voilà. Merci Valérie. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!